4 attentats, 7 blessés, nuit d'explosion en Nouvelle-Calédonie, Nouméa touché pour la première fois. Réclusion criminelle à perpétuité pour 5 accusés, 20 ans pour le 6e, réquisitoire musclé de Maître Lassalle au procès d'Oriol. Parents, suivez de plus près les études et la vie de vos enfants à l'école. Telle est l'invitation du ministre de l'Éducation nationale aux parents d'élèves. Sévère défaite électorale pour le parti du chancelier Kohl en Allemagne fédérale. Les sociodémocrates, eux, se sont refait une santé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 4 attentats, 7 blessés, Nouméa atteinte pour la première fois. La Nouvelle-Calédonie s'embrase encore, sans qu'on sache qui pose des bombes et pourquoi. Bombes contre le palais de justice et dans le port. Mais l'attentat le plus important et le plus grave est celui qui a fait 7 blessés au lycée d'Okanio à Nouméa. Fernand Tavares. Depuis le début des hostilités, fin novembre dernier, la capitale de la Nouvelle-Calédonie avait été effectivement épargnée, mais à la suite des affrontements sanglants et meurtriers il y a 8 jours, un climat extrêmement tendu laissait présager ce retour à la violence. Une première explosion s'est produite hier vers 19h30 heure locale au lycée d'Okamo, un internat protestant préparant de jeunes mélanésiens au baccalauréat. Aucun enfant n'a été blessé, mais 7 passants plus ou moins grièvement atteints ont dû être hospitalisés. D'après les témoins, un automobiliste aurait déposé un paquet avant de prendre la fuite, paquet qui devait exploser quelques secondes plus tard, soufflant toutes les vitres de l'établissement scolaire. Une partie des élèves avait quitté les locaux un quart d'heure plus tôt. Autre explosion la nuit dernière au palais de justice de Nouméa, très exactement dans le sous-sol à hauteur du bureau du procureur de la République. Les dégâts matériels sont très importants. Et il y a quelques heures, un 3e attentat à l'explosif était signalé dans le port de Nouméa où un bateau de plaisance a volé en éclats. Et dans le même temps, à Tio, c'est l'unique boulangerie de la commune qui devait exploser. Bref, après les scènes de haine de ces derniers jours, la peur et l'insécurité semblent à nouveau s'installer en Nouvelle-Calédonie où pourtant chacun affirme vouloir la paix. À Paris cet après-midi, plusieurs milliers de personnes ont manifesté contre les ratonnades anti-indépendantistes, je cite, du 8 mai dernier à Nouméa. Au premier rang de la manifestation, 3 dirigeants du Parti communiste, Alain Krivine pour la Ligue communiste révolutionnaire et un représentant des indépendantistes kanaks. Réclusion criminelle à perpétuité pour 5 accusés, 20 ans pour le 6e. Telles sont les peines demandées par l'avocat général cet après-midi à Aix-en-Provence dans le procès de la tuerie d'Oriol. Il a prononcé un réquisitoire particulièrement long et impressionnant. Pierre Dangas. Cet ancien joueur de rugby a une carrure qui impressionne et une voix qui a fait trembler cet après-midi les murs du palais de justice d'Aix-en-Provence. Pendant presque 5 heures d'horloge, donc aucun détail, aucune responsabilité n'a été épargnée par lui. Le sac, c'est pour lui, au milieu de quelques militants sincères, un ramassis d'arrivistes, de truands, d'aventuriers. Et Jacques Massy, son responsable marseillais, un magouilleur, un affairiste, un opportuniste. Alors, rester à trouver une explication à un tel massacre. L'explication de l'avocat général, eh bien, elle est simple. Jacques Massy a été victime de sa manie de tout écouter, de tout noter, de sa manie des archives. Il fallait donc réduire au silence, et il n'est pas de silence plus grand que celui des cimetières. Et c'est Maria, l'homme au crâne rasé, le faux colonel Gérard, le faux agent du SDEC, le vrai rival de Massier, par contre, au sein du SAC, qui a imposé la décision d'agir. Pour l'avocat général, pas de doute, M. Z, c'est Maria, l'instigateur, l'auteur moral des 6 crimes d'Oriol. Maria qui doit répondre de toutes les conséquences de l'expédition criminelle qu'il a décidé et imposée à Lionel Collard, le légionnaire, et à ses hommes. Massoni, Poletti, Campana, les 3 aventuriers, les 3 postiers, et Finocchetti, le fanatique. Au terme de ce réquisitoire terrible, donc, l'avocat général n'a accordé de circonstances atténuantes qu'à Massoni, le postier qui ne fut que le fossoyeur des 5 premiers cadavres. Pour les 5 autres, la peine réclamée est la même, la réclusion criminelle à perpétuité. La parole est maintenant à la défense. Un autre procès. Une mère malade de son enfance, torturant son petit garçon jusqu'à l'enfermer pendant 11 mois dans un placard. Un père adoptif qui n'a rien fait pour l'empêcher. C'est leur procès qui s'est ouvert aujourd'hui devant les assises d'Évry, près de Paris. Francine Raymond. Lorsqu'il a réussi à s'échapper de ce placard de 2 mètres carrés, David avait 11 ans, il pesait 30 kilos, ne pouvait plus plier les genoux ni se servir de ses mains.
C'est à l'âge de 4 ans que David a subi les premiers sévices de la part de sa mère, qui lui a plongé les 2 mains dans l'eau bouillante. Ses doigts resteront définitivement collés les uns aux autres. À cause de ses mains palmées, David n'ira jamais à l'école. Son seul contact avec le monde extérieur, la télévision, que son demi-frère Laurent lui laisse regarder de temps en temps. Parce que pendant que David est battu et séquestré, Laurent, lui, est choyé et entouré de soins. Pour tout le monde, il est le fils unique de la famille. Sa mère, Françoise Bisson, a la réputation d'une femme dévouée et consciencieuse. Elle refuse de donner le moindre détail sur le père de David. Françoise Bisson, elle aussi, n'a jamais connu son père. Elle aussi a été une enfant martyre. Aujourd'hui, David a 12 ans, il vit dans un foyer, il apprend à surmonter ses handicaps. Demain, il devra apporter son témoignage. Ce témoignage se fera à huis clos. Les parents à l'école, pas sur les bancs avec leurs enfants, ni derrière le bureau à la place des professeurs, mais plus présents dans la vie des établissements. Tel est l'esprit des mesures annoncées aujourd'hui par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Pierre Chevènement. D'abord, le détail des mesures et ensuite la manière dont concrètement elles pourront s'appliquer. Anne Rongère et Véronique Bonnet. Dans le secondaire, la composition des conseils d'administration d'établissement devient paritaire. 1/3 pour l'équipe de direction, 1/3 pour les professeurs, 1/3 pour les usagers, parents et élèves. Le rôle de ces conseils est accru. Ils n'avaient qu'un pouvoir délibératif. Ils auront désormais un pouvoir de décision. Budget, règlement intérieur, organisation du temps scolaire, gestion des heures d'enseignement. Dans les écoles primaires, il y aura autant de parents que d'instituteurs dans les conseils d'école. Ils se réuniront plus souvent, 1 fois par trimestre au moins. Ces conseils seront consultés sur le fonctionnement matériel et financier de l'école, les rythmes scolaires, la composition des classes ou bien le choix des manuels. Le but de toutes ces mesures, que l'école devienne celle des parents autant que celle des éducateurs. Réaction mitigée des syndicats. Mais qui reste problème. Nous attendons maintenant le reportage de Véronique Bonnet pour voir comment concrètement ces mesures pourront se traduire dans les écoles. Elle y est allée cet après-midi. En attendant que ce reportage arrive, je vais tout de même vous donner... Ah, le voilà. Passion des parents, mais qui reste bien et avant tout celle des enseignants et des enfants. Ici, depuis la réforme Abi qui a institué les conseils d'école ouverts à 5 représentants des parents, ceux-ci ne chôment pas. D'abord, ils votent massivement à chaque élection. Ensuite, ils donnent de leur temps. Ils sont une 60aine, animés des ateliers le samedi matin. Enfin, dans leur majorité, ils ont conscience de leur importance au-delà des clivages habituels entre les différentes fédérations, puisqu'ils vivent en parfaite entente. Notre rôle, c'est d'essayer d'intervenir là où il nous semble que quelque chose ne va pas et d'intervenir plus particulièrement où ça nous touche. Le rôle des parents, vous pensez qu'il doit être spécifique aux activités périscolaires, c'est-à-dire comme les ateliers ou les sorties, ou qu'il peut aussi être important pour la pédagogie, pour le choix des manuels, pour toutes ces questions-là? Ah bon, on peut avoir notre mot à dire aussi quand même. Oui, mais on a du mal à intervenir quand même à ce niveau-là. On n'a pas la formation pour les instituteurs. Leur champ d'activité principal reste ce qui se passe en dehors de la classe, des problèmes de cantine aux classes de nature en passant par toutes les activités annexes comme ici la danse. Mais s'ils sont bien accueillis par la directrice et les enseignants, les parents de cette école doivent néanmoins rester à leur place. Chaque enseignant reçoit tous les parents en début d'année. Il y a même des classes où ils sont reçus 2 fois pour faire le point ou le bilan. Donc là, c'est un peu particulier. Je peux dire que dans ces réunions, la majorité, c'est rare que nous ne voyons pas tous les parents, mais je pense qu'il n'est pas souhaitable que les parents quand même s'insèrent à l'intérieur de l'école au point de vue pédagogie. Parce que c'est comme dans tous les métiers, je crois qu'un enseignant fait sa classe, mais si on vient encore à l'intérieur, c'est pas toujours facile. Alors l'enseignant se pose lui-même des questions, mais si extérieurement on vient encore lui poser des questions extérieures et quelqu'un peut-être qui est inexpérimenté, c'est peut-être pas souhaitable.
Depuis longtemps, les fédérations de parents réclamaient la parité avec les enseignants au sein des conseils d'école. C'est chose faite aujourd'hui, malgré les réticences de nombre d'enseignants. Pour certains, le pouvoir et la place des parents est fortement accru. Mais pour d'autres, l'essentiel, la pédagogie, leur échappe. Reste à voir maintenant et dans un premier temps comment l'ensemble des parents occupera le terrain qui lui est dévolu. Je vais donc vous donner maintenant les premières réactions à ces mesures, réactions mitigées des syndicats d'enseignants. Ils sont plutôt pour, mais les trouvent insuffisantes quant au fond. Les parents, eux, ceux de la fédération Schléret du moins, se disent déçus, ils en demandaient plus. Soumis à l'embargo des États-Unis, son principal fournisseur, le président du Nicaragua, Daniel Ortega, cherche d'autres partenaires. Ne voulant pas non plus donner l'impression qu'il s'est jeté dans les bras de Moscou, où il était il y a quelques semaines, M. Ortega est cette semaine en Europe. Après Madrid, Paris, où il a trouvé à l'Élysée cet après-midi le soutien qu'il pouvait attendre du président Mitterrand, qui, on le sait, a condamné l'embargo américain. Claude Guénaud. C'est une sorte de SOS que le président du Nicaragua est venu lancer hier à Madrid et aujourd'hui à Paris, après l'embargo total décrété par Washington. À sa sortie de l'Élysée, Daniel Ortega a semblé rassuré en affirmant qu'il avait trouvé compréhension auprès du gouvernement français. La France n'emboîtera pas le pas aux États-Unis et développera ses échanges commerciaux avec Managua. Mais c'est dans la rue, devant la Maison d'Amérique latine, que le président Ortega a trouvé encore plus de compréhension. Car le Nicaragua n'est plus un pays d'esclaves. Fait exceptionnel pour un chef d'État étranger en visite en France, il n'a pas hésité à prendre un brin de foule et à serrer des mains. Mais au fil des années, les relations entre Managua et Washington et Paris sont-elles toujours aussi bonnes? Nous n'avons pas ressenti cela dans nos conversations avec le gouvernement français. La France a une position sérieuse face aux problèmes d'Amérique centrale et manifeste une certaine disposition pour coopérer à la reprise du dialogue entre les États-Unis et le Nicaragua et pour aider aussi l'économie nicaraguayenne. Avez-vous conclu avec la France au cours de vos entretiens avec le président Mitterrand des accords sur le plan économique ou militaire? Sur le plan militaire, non, nous n'avons rien conclu, bien que le président Mitterrand ait reconnu l'agression des États-Unis contre le Nicaragua. Et sur le plan économique, nous avons abordé la situation sur le plan global. Nous avons trouvé chez le président des dispositions pour aider le Nicaragua. Question ce soir dans les milieux politiques ouest-allemands. Que va faire le chancelier Kohl? Car il est clair pour tout le monde qu'il va devoir faire quelque chose après l'échec sévère de son parti aux élections régionales d'hier. D'autant qu'après 2 années de flottement, l'opposition social-démocrate s'est dotée d'un chef de file solide et est prête à prendre la relève dès les prochaines législatives en 87. Richard Tripot. Voici le nouvel homme fort du Parti social-démocrate allemand. Il s'appelle Johannes Rau, il a 54 ans, il vient de gagner haut la main les élections de Rhénanie-Westphalie. C'est un social-démocrate de tendance centriste, certains voient déjà en lui le successeur de Willy Brandt, l'actuel président du parti. La victoire du SPD sur les chrétiens démocrates prend toute sa signification lorsqu'on sait qu'elle porte sur 17 millions d'Allemands, un tiers de l'électorat de la République fédérale. En outre, elle intervient dans l'État le plus important au point de vue économique, avec les 5 plus grandes villes ouest-allemandes et le centre industriel de la Ruhr. Dès hier soir, le chancelier allemand admettait qu'il venait de subir une défaite sévère. Il y voyait au moins 2 raisons. Sa lutte contre le chômage, qui n'a pas encore porté ses fruits, une politique économique libérale encore mal comprise dans la population. À cela, il faut sans doute y ajouter le sommet des pays industrialisés de Bonn, un événement dont le peu de succès semble plutôt se retourner contre l'hôte allemand. Manifestement, le chancelier a payé sa politique d'austérité. Certes, il a assaini les finances publiques, mais au prix de sacrifices dans les dépenses sociales. 45% des Allemands considèrent aujourd'hui que les sociodémocrates sont les plus compétents pour lutter contre le chômage. Des considérations qui pèsent lourd dans les régions industrielles. À 2 ans des législatives, cette élection a donc valeur d'avertissement. En général, les observateurs pensent qu'elles amèneront le chancelier Kohl à modifier sa politique, en particulier à remettre sur pied plusieurs programmes sociaux. Certains lui suggèrent même déjà de remanier son gouvernement. Quoi qu'il en soit, s'il n'y avait pas de changement, c'est l'explication de la politique qu'il faudrait améliorer.
Le Premier ministre italien Bettino Craxi n'a pas de ces soucis, pas de tempête pour lui, en Italie où les électeurs ont choisi la stabilité. La coalition au pouvoir sort renforcée des élections régionales et municipales. Les bureaux de vote n'ont fermé qu'en début d'après-midi aujourd'hui, mais les premières estimations donnent plus de 59% des voix à la coalition démocrates-chrétiens, socialistes, libéraux au pouvoir depuis 21 mois, un record en Italie. Grand perdant de ce scrutin, le Parti communiste, loin de réaliser le sorpasso espéré, il est en régression. Avec moins de 30% des voix, il réalise son plus mauvais score depuis 1972. Journée plus calme pour le pape Jean-Paul II en Hollande. Il a rencontré la reine Béatrix et le Premier ministre Ruud Lubbers. Il a aussi rendu visite à des malades et des handicapés. Le voici avec la reine Béatrix. Le climat était un peu lourd. Tout le monde avait à l'esprit que le 13 mai 1981, Jean-Paul II avait été victime d'un attentat. Lui-même n'en a pas fait mention. Les mesures de sécurité avaient été renforcées, mais la police n'est intervenue que pour éloigner quelques contestataires un peu plus virulents que les autres. Radio Vatican s'est plainte aujourd'hui que les médias accordent davantage d'importance aux manifestations qu'à la chaleur de l'accueil dont le pape a aussi bénéficié. Il s'est déclaré d'ailleurs ce soir très satisfait de son voyage aux Pays-Bas. Le journal Le Monde va-t-il devoir renoncer au financement et à la gestion qui en ont fait une exception et même un modèle dans la presse? Le nouveau directeur André Fontaine a présenté aujourd'hui à ses journalistes inquiets un plan de restructuration du journal fait sans précédent. Il prévoit l'ouverture à des capitaux privés extérieurs. Jean-Marie Bell. Quand André Fontaine prend ses fonctions en janvier dernier, Le Monde accuse un déficit de 80 millions de francs. Pressé alors par les banquiers de prendre des mesures drastiques, le prix de vente du quotidien augmente, ainsi que les tarifs publicitaires. Mais le second train de mesures qu'André Fontaine vient d'annoncer concerne la réduction de la masse salariale de 10% et le départ d'environ 250 employés. Autre mesure, la fabrication du quotidien sera regroupée à l'imprimerie de la rue des Italiens, ce qui devrait entraîner le départ de 150 ouvriers du livre. Mais ce qui pose le plus problème aujourd'hui, c'est l'ouverture du Monde aux capitaux extérieurs. Capitaux dont l'apport serait de l'ordre de 35 millions de francs, soit 25% des parts. Et cette innovation en cache une autre. En effet, la direction encouragerait d'abord les lecteurs à devenir actionnaires du journal. Ce n'est que le 29 mai que la Société des rédacteurs approuvera ou refusera ce plan. En attendant, petit signe encourageant, les ventes du quotidien semblent se redresser. Journée très attendue au Festival de Cannes où l'on s'apprêtait à saluer le retour du western made in USA après 10 ans de western spaghetti. Artisan de ce comeback, le beau ténébreux Clint Eastwood. Et il semble que tout le monde soit resté sur sa faim et ait trouvé le film un peu pâle, si j'ose dire, Henri Chapier. Écoutez, non seulement le film est pâle, mais le personnage est tout à fait absent. Alors il daigne de temps en temps recevoir quelqu'un pendant 1 minute sur son yacht, moyennant quoi il dit de grosses banalités. On sait qu'il a de très gros cachets, mais je suis sûr que ce film ne fera pas redémarrer le western. En revanche, l'industrie autour du western, oui, les gadgets. Mais voyez-vous, FR3 n'a pas attendu le Festival de Cannes pour parler de Clint Eastwood et même pour le filmer. Vous allez voir tout de suite des images prises il y a quelques mois par FR3 Caen et il s'agit de Clint Eastwood et du culte qu'on lui rend là-bas. Lundi 21 août, le Chinese Theatre accueille comme au bon vieux temps l'une de ses vedettes, en l'occurrence Clint Eastwood, l'acteur le plus coté actuellement au box-office, une cérémonie bon enfant à l'américaine qui montre que le mythe est toujours vivant. Alors demain est une journée importante pour la France avec la projection de Rendez-vous d'André Téchiné et Henri, c'est sur lui que reposent nos espoirs de médaille. Oui, écoutez, l'événement, je crois que ça sera vraiment le film de Téchiné.
parce qu'il n'y a pratiquement plus de cinéastes qui s'engagent dans cette voie-là. C'est le contraire du cinéma fabriqué que l'on voit à longueur de temps. C'est un cinéma d'impulsion, un cinéma romantique, un cinéma où enfin on a l'impression que la vie se crée comme le rêve au moment où c'est tourné, au moment où c'est joué, et que ce film se fait sous vos yeux. C'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, et je vais vous proposer tout de suite la preuve par l'image, la preuve par l'extrait. Qu'est-ce qu'il y a là? Papa, non? J'ai fait entrer Polo, ça t'évitera de lui mentir. Je me suis dit que si on était tous les trois ensemble, les choses seraient plus claires. Qu'est-ce que tu en penses? T'as jamais eu envie de Polo? Franchement, tu me fais mal. Je suis morte. Et toi, Polo, t'as pas envie d'elle? Tu fais chier. Ça sert à rien de s'énerver. Pourquoi se gêner? Ce serait tout de même plus simple si tout le monde couchait avec tout le monde, non? Pourquoi est-ce que tu veux pas de Polo? Il te plaît pas? Il serait pourtant te rendre heureuse, lui. C'est l'homme d'une seule femme, Polo. N'est-ce pas, Polo? Vous êtes bien, tous les deux, vous êtes bien. Hein? T'aurais pas envie que je te fasse la même chose sur le Joe? Non, je crois que ça plairait pas à Nina. Hein, Nina? Ah bon, je vous dérange? Je me tire. La mère Wilson, moi je me demande comment vous avez pu faire ça. Ben, c'est pas un rôle écrit, ça, on improvise avec Téchiné. Oui, on improvise, c'est un tournage qui s'est passé de façon très improvisée, très rapide. C'est quelqu'un qui travaille le texte au jour le jour et qui demande à ses acteurs une souplesse énorme. On dit de lui-même qu'il vous met dans une sorte de fièvre. Oui, on peut dire ça de beaucoup de metteurs en scène, mais lui, c'est une fièvre quand même assez contrôlée. Simplement, le tournage est ouvert. C'est pas un tournage installé. Il demande de la souplesse aux acteurs. Il y a une idée de base du personnage et puis ensuite on retravaille le texte de jour en jour. Il y a quand même des scènes écrites au départ, des situations quand même écrites. Alors, avec Juliette Binoche, vous allez tous être là, toute l'équipe. Est-ce que vous avez le sentiment que la victoire approche pour votre film et pour le cinéma français? Je pense c'est évident qu'on ne pense pas à victoire. On est très content d'avoir été sélectionné pour représenter la France. C'est une chose énorme. Quand on tourne un film, on ne pense pas du tout, même au Festival de Cannes. On travaille, c'est tout. Là, on est très content, c'est tout. On ne pense pas à victoire. S'il y a bien entendu des choses des récompenses, c'est formidable. Je trouve que le fait d'être ici, c'est déjà une récompense énorme. Le côté compétition me dérange un petit peu plus. Il est plus scolaire et plus effrayant. Mais le fait d'avoir été sélectionné, c'est énorme. Eh bien, moi, je vais vous souhaiter bonne chance parce que je crois qu'on a besoin d'un prix pour ce film à Cannes cette année. Merci. À demain. Le dollar baisse, la bourse monte, mais c'est sur les taux d'intérêt que tous les regards sont fixés aujourd'hui, dont celui naturellement d'Henri Laurey. En effet, c'est sans doute la baisse des taux qui accompagne aujourd'hui le mouvement de repli du dollar. Mouvement freiné en fin de semaine dernière, mais la baisse est à nouveau sensible ce lundi où le dollar a coté 9 francs 40 à Paris et 9 francs 32 ce soir à New York. À la Bourse de Paris où le titre électronique Serge Dassault fait un malheur sur le second marché, les valeurs françaises affichent une hausse remarquable de 1,4%, tandis que le loyer de l'argent est de nouveau en baisse à 10 1/8. À New York, on ne se soucie pas des difficultés des instituts d'épargne du Maryland, on regarde la baisse des taux avec intérêt si j'ose dire, et la hausse des titres de fin de semaine se trouve confirmée aujourd'hui. Les taureaux s'ennuient le dimanche, chantait Jean Ferrat. Il y en a un qui a dû s'ennuyer ferme hier à Valence en Espagne. Torero et Picador, en désaccord manifeste sur la tactique à suivre, ont réglé leur compte. L'histoire ne dit pas si pendant ce temps-là, le taureau a lu le journal ou fait du tricot. Pas un picador, mais un poseur de banderie. Bon, le résultat est le même. Le temps demain, il suffisait d'attendre. Cela va s'arranger. Le soleil nous revient et le thermomètre remonte.
Le matin, encore un peu de pluie sur le nord et l'est, quelques nuages sur la moitié ouest, mais ensuite, comme dans les autres régions, du soleil. Les températures s'en ressentiront et seront nettement plus clémentes que ces derniers jours. Le proverbe a raison. En mai, fais ce qu'il te plaît. Vous pouvez quitter vos petites laines si vous voulez. Demain soir, nous avons rendez-vous à 22h30. Dans l'immédiat, vous êtes attendus par le capitaine Pernou et l'équipage de Thalassa qui ont jeté l'ancre à Cannes. Alors avant que vous ne preniez la mer avec eux, à bord des 6 mètres de la Coupe du Monde, le rappel des titres de ce journal. À demain, bonsoir. Quatre attentats, 7 blessés, nuit d'explosion en Nouvelle-Calédonie, Nouméa touché pour la première fois. Réclusion criminelle à perpétuité pour 5 accusés, 20 ans pour le 6e. Réquisitoire musclé de Maître Lassalle au procès d'Oriol. Parents, suivez de plus près les études et la vie de vos enfants à l'école. Telle est l'invitation du ministre de l'Éducation nationale aux parents d'élèves. Sévère défaite électorale pour le parti du chancelier Kohl. Les sociodémocrates, eux, se sont refait une santé et trouvé un chef.